Sylvain Deshôtels du pôle d'expertise Interordre en formation à distance, un projet de Campus numérique Québec, dans les blocs de départ pour cette conférence où il sera question de dispositifs de travaux pratiques à distance. À la toute fin de l'atelier, je vous inviterai à venir compléter notre mur collaboratif qui nous servira à l'animation de l'activité de clôture de cette semaine de la formation à distance. Donc, en guise d'intention d'écoute, je vous suggère de réfléchir chemin faisant à ces approches que peut-être que vous avez eues pendant la pandémie, ces trucs qui ont été adaptés et maintenus après la COVID, ouvrant la voie à des modèles durables et innovants de formation pratique ou de laboratoire en formation à distance. Alors, c'est parti des technologies pour innover dans la formation pratique à distance, présenté par Radi Miri, bonjour, qui en a piloté plus d'un laboratoire à distance. Il est conseiller en technopédagogie à l'Université du Québec en Outaouais. Il commencera la conférence seul, mais il sera accompagné un peu plus tard de Geneviève Rouleau, vous allez la voir apparaître à l'écran, qui est professeure en sciences infirmières à l'UQO également. Je vous rappelle que les questions peuvent être collectionnées pendant la conférence dans le clavardage. Je reviendrai en toute fin de période pour animer cet espace d'échange et de questions. Je vous souhaite une excellente conférence. Bon, bonjour, est-ce Bonjour, Monsieur que Méry. vous m'entendez? Très bien. Parfait. Ben, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue. Merci bien de réserver du temps pour partager avec moi cette présentation que j'espère intéressante pour la plupart d'entre vous, ou pour tous, évidemment. Alors, fait les présentations, je vais quand même un peu partager euh, avec vous mon écran. Est-ce que vous le voyez bien? Très bien. Très bien. Donc là, c'est le titre un peu de cette communication des technologies pour innover dans la formation à distance. Alors, on verra un peu ce qu'on entend par pratique au sens large. Puis là, la thématique de ces journées, c'est le fondamentalement humain que vous voyez. Je ne vais pas manquer aussi de faire un petit crochet là-dessus. Alors, oui, on m'a présenté. Moi, je suis justement, j'ai un parcours atypique, si vous voulez. Je suis à la base d'origine du génie. J'étais professeur des universités en génie électrique. Et puis, depuis quelques temps, je suis beaucoup plus conseiller en technopédagogie à l'UQO, où on fait de belles choses. On découvre et on développe pas mal d'applications innovantes, puisque c'est l'intérêt général qui s'oriente vers cela. Alors, oui, moi, donc, je me suis présenté. Je vais vous demander à votre tour un peu de se présenter brièvement. On va vous mettre un lien sur le chat. Et il y a deux petites questions pour savoir un peu de quel profil d'intérêt, de quelle spécialité vous venez, et puis un peu peut-être votre institution. Donc, deux petites questions anonymes. Si vous voulez bien y répondre, ça me ferait plaisir et ça me permettrait un peu de centrer un peu les discussions. Alors, donc là, vous allez avoir ce lien et puis je vais donc avancer un peu dans cette présentation. Alors, je vais aller dans euh, les pages suivantes et puis pour un peu euh, spécifier les objectifs de cet échange, de cette rencontre. Les objectifs, c'est partager avec vous quelques idées et expériences autour de la formation pratique à distance. Le titre est très large, mais on va essayer un peu euh, d'évoquer certaines expériences et certains repères qui permettront un peu de clarifier ce domaine de la pratique, de l'enseignement pratique. Donc, ça, le travail de laboratoire, mais autre aussi, hein. Et justement, on entend par cela la formation pratique, ça contient essentiellement les travaux de laboratoire qu'on connaît
de manière classique, mais aussi de plus en plus les simulations interactives par vidéo dans les sciences infirmières, éducation, etc. Et vous allez avoir un bon témoignage tout à l'heure avec Madame Rouleau qui va parler un peu de son expérience là-dessus. Alors, je vais... Et donc, on va aussi s'intéresser à ce qui est fondamentalement humain, et je vais commencer rapidement par cet aspect-là, pour vous remonter sur une expérience lointaine pour moi, qui se remonte à 2001 pratiquement. Il y a eu à ce moment-là un diplôme universitaire de technologie d'information et de communication pour l'enseignement qui s'appelait DUTIS, qui était piloté par l'AEF avec l'Université de Strasbourg et d'autres universités. Puis c'est un diplôme très particulier. Vous voyez, il y avait une trentaine d'apprenants. J'étais un peu pionnier là-dedans, dans la première promotion. Et puis, une trentaine d'apprenants répartis sur une dizaine de pays. Et puis, des formateurs sur 4 pays. Et la formation se faisait sur une plateforme particulière. Alors, ce qu'il y a là-dedans d'assez particulier, de toute façon, l'humain qui est réparti un peu dans tout le monde, là, c'est la dimension de la formation à distance. Mais regardez, à cette époque-là, comment se faisait cet enseignement à distance. Tout se faisait par chat. Donc, on échange des chats, il y a toute une stratégie pour organiser ces rencontres chat, et puis des règles, et puis c'est pas du tout évident cet échange, il faut respecter un code pour pouvoir communiquer avec le tuteur ou l'apprenant selon la situation. Et tout cela se faisait dans un environnement informatique, une plateforme sur mesure qui était dimensionnée. On a des salles de rencontre, des espaces d'échange, mais la technologie permettait la communication, mais l'humain était invisible à ce stade-là. Donc, on ne voyait personne, on n'entendait personne aussi, et tout se faisait par le texte exclusivement. Alors, donc ça, c'est il y a 2001, ça fait 25 ans déjà, hein, un quart de siècle. Alors, un quart de siècle plus tard, je vais me référer à une dernière rencontre que l'on a faite l'année dernière pour parler de la pédago-holographie. C'est une présentation que l'on a faite avec l'équipe de Madame France à l'occasion de la journée numérique en éducation en 2024. Et l'objectif, c'était de montrer un peu cette technologie, qu'est-ce qu'elle permet. Donc, elle permet justement, je vais vous montrer un peu une démonstration sur un autre site, reprenant un peu la force de cette technologie d'aujourd'hui, l'holographie. Je veux m'assurer que vous recevez le son aussi. Non, on n'entend pas le son, mais je pense que vous pouvez l'activer avec le bouton partager en haut de l'écran. Sinon, refaire le partage, ça ne fonctionne pas. Alors là, en haut de l'écran, est-ce que... Sinon, vous pouvez refaire le partage du début en Oui, allumant c'est le ça. petit interrupteur comme tantôt. Ouais, Ouais. je vais Pas de souci, arrêter le prenez votre temps. partage et puis... D'accord, je vais arrêter là. Je vais remettre mon bouton. So I'm Gary Burnett, I'm a professor of digital creativity. I'm here with the Proto hologram display, and I'm going to be talking about how this can be used for live beaming people, objects from anywhere in the planet into our lecture theatres, into our teaching spaces. And this is my colleague Vicky. Hi, I'm Vicky. I'm a professor of teaching practice here at Loughborough.
So it's not just about the large hologram display, it's also the small hologram display. We've been working with students like Amelie here, working with her content. So the small proto-hologram display can do everything that the large hologram display can do, but is clearly way more portable. Bien, alors ce qui se passe avec tout cela, la technologie maintenant transporte une représentation authentique de l'humain sur de longues distances. Et c'est ça la grande différence, c'est ce qui s'est passé pendant de 2001 à 2025. On est dans une situation où la technologie réalise des merveilles par rapport à ce qu'on avait avant. Et donc là, je pointe un peu la thématique de cette fade, hein, fondamentalement humain. L'humain ici, il a changé de relation et de position grâce à la technologie. Mais bon, 2001-2025, ça fait un quart de siècle. Et entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites. En particulier, la Covid. Alors, avec l'arrivée de la Covid, il y a eu un chambardement, un changement inattendu et l'apparition de la FAD avec toutes ses forces qui a créé donc des changements au niveau de l'enseignement et donc des enseignants, des étudiants, de la planification, mais qui s'est accompagné aussi de solutions technologiques. Parce que Zoom, Teams et autres, des outils qui permettent un peu la communication plus intéressante et plus efficace dans tout cela. Mais alors là, avec la Covid, on a pu rapidement, au bout de quelques temps, rattraper la situation d'isolement et de distance grâce à ces outils-là pour échanger et partager des documents, des rencontres. Mais le problème est resté le problème des travaux de laboratoire. Et dans beaucoup de disciplines, c'est quelque chose de capital pour la formation des étudiants. Alors, quand on parle de laboratoire, on peut parler de 3 types de laboratoires. Le laboratoire conventionnel, qu'on appelle hands-on, et la présence dans les locaux. Et là, à l'occasion de la Covid, il fallait respecter l'espacement entre les étudiants. D'autres types de laboratoires qu'on appelle le laboratoire virtuel, et qui sont des simulations par software, donc exclusivement par software. Le software MATLAB qui est très connu aussi là-dedans, par exemple, mais il y en a plusieurs autres. Et puis, il y en a l'autre solution, c'est le laboratoire à distance, ce qu'on appelle Remote Laboratory. C'est une solution qui permettrait à l'étudiant à distance de manipuler les équipements réels. Et c'est ça la solution à développer pour rattraper ou compléter la formation à distance, où la théorie, on peut très bien la faire convenablement, mais la pratique, c'est une autre dimension. Et c'est cet aspect-là sur lequel on s'est branché. Là, je montre un peu le principe de laboratoire à distance dont j'ai parlé là. C'est l'étudiant qui est à distance et qui peut, à partir, par exemple, de chez lui, ou bien, ici, ça représente, par exemple, la situation de 2 cégeps qui se partagent le matériel, mais à distance, on peut manipuler du matériel réel. C'est ça la grande différence, par exemple, par rapport au laboratoire virtuel où tout se faisait sur les logiciels. Là, ici, on partage du matériel réel et on voit la limite, particulièrement entre la théorie et la réalité pratique. Alors, ce que dit la recherche sur ces différents laboratoires, vous avez un peu un article que je fais ici, et puis je vais rapidement un peu retrouver ce qui a été retenu dans cet article-là. Il y a 2 facteurs qui ont permis un peu le soutien de l'apprentissage virtuel. C'est le progrès technologique et les contraintes budgétaires imposées aux universités liées au laboratoire. Un laboratoire, ça coûte beaucoup d'argent. C'est l'équipement, c'est un espace, c'est des tuteurs à mobiliser, c'est des classes au petit nombre, donc c'est vraiment des facteurs importants. Quand il y a l'arrivée de laboratoires virtuels sur la base de logiciels, ça coûte l'investissement primaire pour développer cela, et puis après, ça devient très, très intéressant. Deuxième remarque à la suite, donc extrait de ces recherches-là, c'est que
sur le plan de la recherche en psychologie, suggère que les croyances et les expériences des étudiants sont davantage déterminées par la nature des interfaces que par la réalité objective de la technologie de laboratoire. On trouve l'humain ici aussi. Alors, et puis enfin, il est clair que les étudiants apprennent non seulement grâce au matériel, mais aussi grâce aux interactions avec leurs pairs et leurs enseignants. Les nouvelles technologies peuvent nécessiter de nouvelles formes de coordination afin de pallier ou de compenser l'isolement potentiel des étudiants suivant un enseignement à distance. Donc, c'est des remarques très intéressantes qui sont dégagées à partir de ces expériences-là, ces expériences de laboratoire virtuel. Et on retrouve aussi dans un autre article qui a fait un peu la comparaison de plusieurs études pour aboutir que les apprenants des laboratoires virtuels ou à distance, là, il les a groupés ensemble, c'est les laboratoires non conventionnels en quelque sorte, les apprenants des laboratoires virtuels ou à distance atteignent des résultats d'apprentissage équivalents ou même meilleurs que ceux des laboratoires traditionnels. Et ce, pour plusieurs types d'objectifs, connaissances conceptuelles, compétences analytiques, communication scientifique, etc. Et là, vous avez un peu une répartition qui reprend un peu tout cela. Ça veut dire que là, on montre que dans 65% des cas, l'apprentissage par les laboratoires non conventionnels est plus élevé que par le laboratoire classique. 24%, les apprentissages sont équivalents, et puis 16% seulement pour les laboratoires conventionnels. Donc, tout, au fait, favorise ou donne ou cautionne un peu l'utilisation et l'introduction de ces laboratoires à distance qui peuvent assurer l'enseignement à distance de manière efficace, quoique certaines compétences ne peuvent pas se faire. Les étudiants ne manipulent pas directement du matériel manuellement, mais il faut, on va voir plus tard des solutions, il faut avoir des solutions intermédiaires. Alors, là, ça me conduit un peu à vous décrire le travail que l'on a fait au niveau de l'UCO pour développer un laboratoire à distance. Et là, ce développement, il se base à la base sur l'aspect technologique. Il a été rendu possible parce que on est dans une phase où les équipements, et l'électronique en particulier, devient de plus en plus petit. La miniaturisation des équipements est très importante. Ce qui fait que, par exemple, ici, on vous montre le cas de ce qu'on a développé pour le génie électrique. Ben, l'équivalent de 13 instruments classiques a pu être remplacé par ce petit kit et les logiciels associés. Et donc, c'est un peu la technologie qui a évolué, qui arrive à ce stade-là. Évidemment, quand on dit technologie aussi, les outils de communication qui permettent justement de commander cela et d'échanger et de collaborer pour utiliser ces équipements de manière efficace. Alors, mais à côté de la technologie toute seule ne suffit pas, il y a la pédagogie. Donc, pour cela, il y a toute une démarche pédagogique qui permet de préparer l'étudiant avant d'embarquer dans son travail à distance. Le LAD, ça veut dire laboratoire à distance. Puis, un guidage pour réaliser l'expérimentation et puis ce qu'il fait après l'expérimentation. Alors, là, je reproduis un peu la chronologie et l'historique de ce que l'on a fait. Dans un premier temps, alors là, je ne parle pas beaucoup, mais trop de cet aspect-là, mais vous devinez très bien qu'introduire une telle solution, ça rencontre tout le temps de la résistance et de l'opposition. Mais on était dans l'obligation avec la Covid et les problèmes de Covid. On a réussi à convaincre déjà l'administration pour acheter l'équipement approprié et puis entamer les démarches, des expériences et des expérimentations pour réaliser, pour valider l'approche et la vision. On était soutenu par Madame Nadia Bazis, qui était la directrice du département, et l'ingénieur Ali Abdallah, qui ont joué beaucoup aussi là-dessus. Alors, ça se résume comment le scénario que l'on a fait. Il y a les laboratoires vont être gérés par l'enseignant qui va ouvrir une session de Zoom et va accueillir les étudiants qui vont être regroupés par binôme. Donc, tous deux étudiants vont travailler ensemble. Il y en a un qui va avoir le kit et l'autre va se connecter par Internet et par Zoom
avec son collègue, et puis on va les mettre dans des salles isolées, chaque binôme dans une salle isolée, puis ils vont, par les fonctions de Zoom, pouvoir alternativement manipuler cet équipement, puisque celui-même qui n'a pas le kit, il peut prendre en main le contrôle de l'ordinateur à distance et faire les opérations lui-même. Alors là, une petite vue sur l'expérience, ce que l'on a fait, le développement. Il y a les salles, on a simulé un groupe au laboratoire avec des kits et un groupe représentant les étudiants à distance dans une autre salle pour développer cela. Et il y en a même certains qui étaient réellement à distance. Puis il y avait une équipe de soutien, donc les chargés de laboratoire et puis les techniciens. C'était donc une longue période d'expérimentation, de correction et de développement. Alors tout ce travail-là, il a mérité un peu la reconnaissance à travers le concours Hublot, où on a classé cela comme étant une bonne réalisation innovante dans les travaux de laboratoire. Alors, la question qui se pose après la Covid, qu'est-ce qu'on a fait avec tout cela? Puis, bon, là, vous allez voir que il y a parfois des surprises inattendues. Donc, on s'attendait que, bon, ça résout le problème de l'expérience à distance, le laboratoire à distance. Mais après, bon, on ne voyait pas ou on ne s'attendait pas à ce que l'expérience se suive. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les kits prennent la place du matériel classique. Ça veut dire que dans le laboratoire, il y avait des tas d'équipements volumineux, classiques, et puis les enseignants et les techniciens, et même les étudiants, se sont appropriés la technique et l'utilisation des kits, qu'ils ont pratiquement abandonné tout ce lot d'équipements, et ils ont continué à travailler avec ces petits kits de manière très commode. C'est quelque chose d'assez convivial, avec lesquels, alors, la première expérience, s'est faite dans un cours, mais par la suite, il y en a 2 ou 3 cours qui ont embarqué là-dedans. Donc, c'est un peu les surprises de l'inattendu, même après le Covid. Donc, cette solution a été adoptée pratiquement. Et puis, un deuxième phénomène ou comportement que l'on a recensé après la Covid, c'est que l'enseignant de la matière, il s'est intéressé à cette solution. Puis après tout, il s'est dit, un kit, c'est facile à emporter en classe. Et donc, il a fini par assurer ses enseignements en combinant le travail de laboratoire et le travail théorique. Donc, il emmène en classe son ordinateur et ce petit kit, il fait son montage et il montre aux étudiants ce qui se passe dans la réalité, dans le matériel réel. Et donc, aussi, on ne s'attendait pas à cela, mais c'est des choses qui sont venues automatiquement. Et donc, on a indirectement une solution future ou suggestion d'une solution future qui combine la pratique et la théorie de manière plus efficace à ce moment-là. Alors, pour vous montrer un peu ce travail-là, cette solution, comparativement à ce qui se passait dans le passé un peu. Donc, là, c'est rien qu'à regarder le budget, là, avant le projet LAD, une manipulation utilisant 5 instruments, ça coûtait à peu près $48 000 pour un groupe de 12 binômes, hein, de 12 fois dedans 24 étudiants. C'est ça l'argent qu'on monopolise pour les équipements classiques. Avec la solution LAD, ça descend à 9 600. Donc il y a une réduction de coût de 1/5. Donc c'est vraiment quelque chose sur le plan financier très intéressant. Réaliser des TP avec du matériel réel pour des étudiants éloignés du Canada. Donc ça, c'est un peu les autres avantages. Ça permet aussi d'envisager pour des étudiants qui se trouvent très loin d'une institution, de pouvoir suivre des formations où il y a un volet pratique intéressant et indispensable. Donc ils peuvent la suivre à distance sans se déplacer. Puis l'autre idée, c'est que cette expérience incite à repenser les TP dans leur objectif, leur contenu, leur place dans la formation, favoriser l'expérientiel et l'évaluation authentique. Donc,
c'est ça un peu l'apport de notre expérience. Alors, ça, c'est une première expérience que l'on a faite, mais on ne manquera pas aussi de revenir sur une autre expérience que j'ai accompagnée, mais même avant la Covid. C'est une expérience qui s'est faite avec l'ETS et puis 3 cégep, où on a réussi à développer le nécessaire pour le partage du matériel. Ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure au début, les étudiants de cégep A, ils peuvent utiliser l'équipement du cégep B et vice-versa. Alors on peut imaginer ce que ça signifie, ça. C'est mettre les réseaux, les laboratoires en réseau et adopter une stratégie plus économique. L'équipement actuel qui est acheté par chacune des cégep, ben, on peut très bien adopter une solution qui permettrait à chacun d'acheter une partie ou un type d'équipement, puis de le partager avec les autres. Et là, l'impact financier, ça peut devenir beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. Alors là, c'est un peu l'historique de ce que l'on a fait comme expérience. Donc, c'était avec les 3 cégep Valleyfield, Granby et puis Sorel-Tracy, puis le TS qui pilotait cela. Donc, on était un groupe d'enseignants et j'étais fortement impliqué là-dedans pour développer cette expérience. Il y a eu, je pense, 6 TP pour chacun des cégep ou de l'institution participant à ce projet-là. Alors, donc, là, je vais continuer un peu. Alors, je vais aller. Ça nous emmène donc à jeter un coup d'œil sur un regard comparatif des divers modes que l'on utilise habituellement. Donc, on va parler de laboratoire pratique, de laboratoire à distance, de laboratoire virtuel, et là j'ai introduit le Lab at Home aussi. C'est une autre notion et une expérimentation aussi que l'on a faite. On l'a essayé avec l'ETS, avec le professeur Vahe-Nergesian particulièrement, parce qu'avec ces kits que l'on a là, on peut très bien confier ces kits aux étudiants pour qu'ils fassent le travail de laboratoire à partir de chez eux. Et donc, on peut facilement reporter ou transférer le travail de laboratoire chez soi, quoi. C'est le laboratoire. Et chacune de ces options a des avantages particuliers et puis des limites, évidemment. Et là, ça nous oriente tout cela à penser maintenant à l'hybridation. Hein. Comme il y a plusieurs types de laboratoires qui peuvent être utilisés, donc là, l'hybridation, c'est la combinaison optimale de ces différentes solutions. Alors, l'hybridation, elle est nécessaire parce qu'il y a un besoin, il y a un souci pour changer et sortir. Même dans la littérature, on retrouve cela du mode classique, où les connaissances acquises grâce au TP conventionnel sont minimes par rapport au temps et aux efforts consacrés à ces travaux. Les TP conventionnels consistent généralement à exécuter des instructions définies et offrent de rares opportunités à l'étudiant pour développer sa créativité et ses initiatives. Et donc, idéalement, c'est de combiner ces 3 solutions pour profiter de l'avantage de chacun. Alors, par exemple, le lab virtuel, c'est une vérification de la théorie, une simulation sans risque et une grande flexibilité. Le non présentiel, la vérification et la découverte des limites de la théorie. Et le lab présentiel, c'est manipulation de matériel, traitement des problèmes authentiques et développement donc des compétences spécifiques liées à cela. Alors, on passe à une deuxième conséquence après la Covid. Après la Covid, on a vu ce que j'appelais une ruée vers l'image et la vidéo. Et ça, c'est essentiellement dû à la technologie qui est devenue abordable
Et puis, à la démocratisation de l'usage, les enseignants ont de plus en plus accès à des outils numériques, à des ordinateurs, à des logiciels gratuits. Et puis, l'aspiration à l'innovation, ben, les gens, c'est normal, sont de plus en plus tentés de développer des expériences innovantes face à ce défi de l'arrivée de la technologie sous ses différentes formes. Et alors, ce qui s'est développé fortement ces derniers temps, c'est justement les vidéos de simulation enregistrées. La réalité virtuelle aussi qui apporte beaucoup dans ces travaux pratiques ou des travaux de laboratoire. La holographie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis, n'oublions pas l'IA qui est maintenant, on la trouve à toutes les sauces et qui change la donne totalement. Donc tout cela a fait qu'il y a une ruée ou un engouement vers l'image et la vidéo. Puis, alors, ce que ça donne, ces simulations, ce qu'on retrouve un peu dans la littérature, c'est qu'elles permettent de recréer des situations professionnelles, gestion de classe, conflits organisationnels, relations d'aide, etc. Elles permettent aussi d'exposer les apprenants à des enjeux socio-culturels difficiles à vivre en classe, de pratiquer l'analyse de cas à travers des scénarios vidéo interactifs, d'offrir un environnement protégé pour tester des décisions d'administration, de travail social, de pédagogie. Donc, ça offre énormément de choses dans ce sens-là. Puis, les études montrent que les vidéos de simulation soutiennent la réflexion critique. Vous avez une référence bibliographique là, ici. Puis, l'engagement émotionnel, l'apprentissage expérientiel dans les disciplines humaines, par exemple, la transférabilité vers la pédagogie, la gestion ou les services de santé. Donc, plein d'idées, plein d'avantages à explorer qui permettent beaucoup de choses dans ce sens-là. Et alors, pour illustrer cela, on va avoir le plaisir d'échanger avec Madame Roulou, qui va arriver bientôt et qui a justement développé un projet dans ce sens-là. Elle va nous partager un peu l'expérimentation qu'elle a faite et puis les résultats qu'elle a obtenus. Donc, bonjour. Oui, je suis là, Radi. Parfait. Alors, j'arrête mon partage et je vous saute. Ben, en fait, si vous voulez, vous pouvez peut-être partager peut-être les premières diapos, puis je pourrais juste partager, en fait, lors de la démonstration. Est-ce que c'est possible de continuer à partager la... premières. J'en ai les 3 premières seulement. D'accord, OK. Oui, mais c'est parfait. Je vais me concentrer sur celle-là. D'accord. Est-ce que... Oui, alors là... Est-ce que c'est partagé, ça? Oui, c'est parfait. Okay. Donc, oui, donc, bonjour tout le monde. Merci, Radi, de m'avoir invité là, à présenter un court témoignage justement sur l'utilisation de la simulation numérique. Donc, je suis professeure au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Et puis, ce que j'ai développé finalement en cours d'année, c'est une simulation numérique pour à la fois comme une activité pédagogique obligatoire dans l'intégration des plans de cours pour les étudiantes infirmières dans le programme de baccalauréat. Et puis, à la fois aussi comme une approche de recherche. Je vais moins axer sur le volet recherche, mais je vais quand même en glisser un certain mot. Donc, vous pouvez passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en fait, oups, il manque un petit N. Donc, initialement, cette simulation-là a été développée et évaluée dans le cadre de mes études doctorales, où est-ce que vous voyez comme l'image à gauche, là, qui est comme plus un dessin, on va dire, animé. Il y a eu une entente de partenariat qui avait été faite avec une compagnie qui s'appelle Sim4Health, qui est située en France. Si vous pouvez juste revenir à la diapo, s'il vous plaît, Radi. Oui, parfait. Donc, cette simulation-là avait été développée finalement avec la compagnie. Puis, le but de cette simulation-là, c'était de vraiment interagir avec le patient virtuel que vous voyez ici à l'écran, Monsieur Desbiens. Monsieur Desbiens, en fait, son histoire, c'est une personne, un homme vivant avec le VIH qui ne prend pas de façon optimale ses médicaments pour contrôler, en fait, son VIH. Donc, la simulation ne portait pas sur
oui, ça portait sur le VIH dans le sens que faut incarner finalement la situation clinique dans une histoire, mais ça portait beaucoup plus sur comment optimiser, comment améliorer les habiletés de communication dans une situation où justement une personne ne prend pas ses médicaments peut-être comme il le devrait, comme ils sont prescrits, et comment nous, comme infirmières, comme professionnels de la santé, on peut communiquer de façon à ouvrir le dialogue avec la personne et être conscient des pièges on va dire, qui nous sont présents. Des fois, on n'est pas toujours conscient de ces pièges-là au niveau de la communication. On met notre chapeau d'expert quand même assez rapidement. On essaie d'évaluer qu'est-ce qui fait que la personne ne prend pas ses médicaments, alors que, dans le fond, dans cette simulation-là, on utilise l'entretien motivationnel, qui est une approche, on va dire, de communication, de counseling, pour vraiment aller ouvrir le dialogue avec la personne, puis essayer de sonder c'est quoi ses propres motivations à cette personne-là et pas c'est quoi mes propres motivations comme intervenant à essayer de pousser mon objectif de faire en sorte que la personne prenne ses médicaments. Donc, la personne doit elle-même se rendre compte de certaines motivations qui l'animent à entreprendre ou non un certain comportement comme la prise des médicaments. Donc, cette première version-là avait été testée auprès d'infirmières dans un contexte de formation continue, donc des infirmières qui sont déjà graduées, et donc qui avait montré que la simulation avait une bonne acceptabilité, donc elles trouvaient ça acceptable comme façon de les former, et même si elles étaient infirmières depuis très, très longtemps, elles ont appris aussi des choses, elles ont appris à réfléchir sur leur propre pratique, à identifier ces éléments-là qu'elles pourraient améliorer pour optimiser finalement leur communication avec les patients. Donc, comme vous savez, la technologie, ben, ça évolue hyper rapidement. Et donc, la technologie était rendue désuète. Donc, elle n'était plus fonctionnelle dans sa forme initiale avec M. Desbiens que vous voyez à gauche. Donc, d'où est venue l'idée finalement de recréer, de reprendre un peu le même scénario, mais de l'offrir d'une façon différente pour qu'on soit plus souverain finalement de notre plateforme aussi informatique, de notre contenu. Alors, on a repris et on a développé finalement des vidéos entre une infirmière, donc moi-même, et M. Desbiens que vous voyez ici, donc des vraies personnes, mais qu'on a fait en vidéo. Puis juste aussi pour mentionner que la simulation, évidemment, il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans. C'est-à-dire que tous les scénarios sont préprogrammés. Donc, on voit comme un scénario entre une infirmière et un patient. Et il y a certains quiz, certaines interactions qui font qu'à un moment donné, le scénario s'arrête. Et là, l'apprenant doit choisir l'intervention qui lui semble la plus appropriée, par exemple, pour répondre à M. Desbiens, qui viennent nous exprimer, par exemple, une émotion, un fait ou quoi que ce soit. Donc, on a repris, et c'est sous cette forme-là, vidéo, qui a été intégrée finalement la simulation dans les plans de cours. Vous pouvez passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la simulation, finalement, puis je ne vais pas lire tout ça ici, c'est juste qu'on a certaines compétences dans lesquelles s'inscrit finalement cette simulation-là, où on veut agir avec humanisme. Donc, on applique des valeurs humanisme dans une approche qui est centrée sur l'accompagnement de la personne. On veut soutenir son pouvoir d'agir et tout l'agir aussi avec professionnalisme et où on implique finalement, on suscite la réflexion finalement sur la pratique. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, jusqu'à maintenant, c'est qu'on a intégré dans cette session-ci à l'hiver cette simulation-là comme une activité pédagogique obligatoire que toutes les personnes étudiantes doivent regarder, en fait, la simulation. Mais on a ajouté aussi des activités d'évaluation. Donc, un questionnaire avant la simulation pour qu'ils puissent se positionner sur leur pratique, voir comment que les personnes trouvent qu'elles ont des habiletés de communication, qu'est-ce qu'elles auraient amélioré. Elles font la simulation qui dure environ 40-45 minutes de façon asynchrone, c'est-à-dire au moment qui leur convient. Elles refont un questionnaire après ça, post-simulation, le même questionnaire que le pré pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont changé. Et les personnes étudiantes ont à faire un autodébriefage, c'est-à-dire un travail réflexif où elles doivent voir mais quels ont été les apprentissages, faire des liens aussi avec la pratique, qu'est-ce qu'elles pourraient améliorer, mais aussi en se basant sur la littérature pour voir mais, quelles seraient les pistes d'amélioration. Donc, on a tout imbriqué ça dans une activité obligatoire, à la fois pédagogique, et moi, j'y ai imbriqué en fait une approche de recherche où est-ce que je vais utiliser les travaux réflexifs, les questionnaires
pré-post pour en faire une analyse, on va dire, quantitative et qualitative pour voir dans quelle mesure cette simulation-là a réellement contribué à des apprentissages. Donc, je trouvais que c'était comme intéressant, là, cette formule-là, à la fois pédagogique et de recherche, qui répond bien finalement aussi au mandat de ce que nous avons à faire comme professeurs, à la fois dans l'enseignement et puis dans la recherche. Je pense qu'il me reste presque plus de temps. Est-ce qu'il me reste une minute, Radi, pour juste Non, tu montrer peux très continuer à faire, il n'y a brièvement? pas de problème. Oui, OK, parfait. vous avez tout le Est-ce temps. que vous pouvez départager votre écran? Puis je vais juste montrer Oui. très, très brièvement à quoi peut Prenez votre temps, ressembler. on a le temps encore, hein. Excellent. Fait que parfait, je vais partager mon écran. Partager tout l'écran. Je ne sais pas s'il fallait que je partage le son, par exemple. Attendez, je vais juste Oui, recommencer. Il il faut, faut faut activer le partager le son. son, hein, généralement. Oui, oui, c'est ça. OK, inclure le son. Ah bon. Il y a un bouton à droite, en haut. Oui, nous n'avons pas pu procéder à l'installation. Bon, fait que là, c'est des choses que je devais faire sur mon ordinateur. Fait que je ne pourrais pas partager le son, mais c'est pas si grave. Je vais vous montrer quand même un visuel parce que là, Au moment du partage, il y a Oui, un mais c'est bouton que en j'ai comme haut. une fonction. Non, je sais, mais c'est qu'il ne me laisse pas faire. Il faut que, faut que je télécharge quelque Ah chose sur bon? mon ordinateur. Et là, vous comprendrez que ce n'est pas le moment de procéder à Mais- l'installation. Mais c'est pas Oui. grave. On va y aller, Mais- pas de son. Vous allez juste quand même avoir une image. La simulation est hébergée sur la plateforme qu'on dit Articulate, qui est en fait disponible. On n'a pas besoin d'avoir accès à une plateforme d'apprentissage comme Moodle ou Studium ou tous ces éléments-là. Donc, ça veut dire que des personnes à l'extérieur aussi de l'université pourraient avoir accès. Donc, comme dans toute simulation, au début, il y a comme on appelle ça un breufage, un briefing qui va mettre en contexte la simulation, les apprentissages qui sont visés. Donc, c'est moi, en fait, là, vous n'entendrez pas le son, mais c'est un peu de parler de l'origine, finalement, de cette simulation-là, les apprentissages qui sont visés, des notions très élémentaires sur l'entretien motivationnel pour que tout le monde parte avec un niveau minimal d'information à ce sujet-là. Donc, qui dure environ 12 minutes. Et ensuite de ça, un mini tutoriel de comment qu'on utilise en fait la simulation. Et on y va ensuite par étapes. Les étapes sont divisées selon l'entretien motivationnel qui propose 4 processus ou 4 étapes à ce niveau-là. Et donc, par exemple, première étape, c'est l'engagement dans la relation. On a qu'est-ce que c'est en fait cette étape-là, où est-ce qu'on commence à établir, maintenir une relation avec la personne. Et là, à ce moment-là, on va voir justement les dialogues apparaissent finalement entre une personne et le patient. Je suis un peu passé. Là, je sais que vous n'entendez rien, mais je veux juste vous montrer. montrer qu'est-ce que ça ressemble, un quiz. Ma charge virale. Ça ne sera pas long. Oui, on entendait votre son, le son de la vidéo, je veux dire. Oui, OK. C'est bien avant Oui, de oui, on changer entend. mon traitement. Hein. Ah, super. J'étais indétectable depuis 6 ans. Donc, ben, merveilleux, si le son fonctionne. Donc, ici, on voit que le scénario s'arrête et donc, on dit, ben, la personne, M. Desbiens nous dit, j'ai de la difficulté à croire ça, vous savez bien, avant de changer mon traitement, j'étais indétectable depuis 6 ans. Donc, quelle est la meilleure intervention, par exemple, pour répondre à M. Desbiens? On a comme 4 choix de réponse. Et en fonction du choix de réponse, on peut soit écouter, en fait, on va dire le dialogue, puis disons qu'on choisit une réponse oui, oui, vous êtes à la bonne place, je vais vous aider. Commençons par faire le tour de la prise des médicaments ensemble. Ah, OK, ce n'est pas la bonne réponse. Et pourquoi ce n'est pas la bonne réponse? Bien, parce que on essaie plus de diriger ici la conversation, on utilise notre chapeau d'expert. Donc, c'est pas ce qui est souhaitable ou ce qui permet d'ouvrir le dialogue avec la personne en début de rencontre. Et donc là, on réessaie, on choisit la bonne réponse et yeah, on a trouvé la bonne réponse et on a toujours une justification qui nous permet de lier la théorie à pourquoi c'est une bonne réponse, pourquoi c'est une moins bonne réponse dans ce contexte-là. Alors, ça fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous présenter comme une application concrète de simulation numérique. Et on va voir justement qu'est-ce que ça donne là, quand on va faire nos analyses là, en termes de, est-ce qu'on continue dans ce sens-là, utiliser la simulation? Est-ce que c'est intéressant comme approche
pédagogique. Puis on pourrait penser évidemment à créer d'autres scénarios, évidemment avec le budget qui viendrait avec. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me trouver aussi à l'UQO, mon courriel, vous pouvez me contacter, ça me fera un grand plaisir. Puis merci Radi encore pour l'invitation. Bien justement, Mme Rouleau, on se demandait dans le clavardage s'il était possible d'avoir le lien de la simulation, là, la vidéo qu'on... Est-ce que c'est accessible au grand public d'abord? Pour le moment, je dirais que s'il y a des demandes en ce sens-là, c'est préférable de m'écrire parce que vu que c'est comme en expérimentation pour l'instant, puis qu'on a quand même certaines ententes d'utilisation on va dire, à peaufiner, juste pour que je sache en fait qui peut l'utiliser éventuellement, oui, ça serait disponible à tous, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, simplement me contacter si vous avez des intérêts en ce sens-là, parce que ça pourrait être testé aussi dans d'autres milieux, mais pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse établir des collaborations en ce sens-là. Parfait. Merci. La prochaine... Merci. Radi, est-ce que vous aviez terminé votre présentation? Sinon, j'aurai d'autres questions pour vous. Est-ce qu'on va à la conclusion ou... Oui, allons-y. On prendra la période de questions par la suite. Ou je diffuse... Parfait. Combien est-ce qu'il nous reste comme... Il nous reste un gros 4 minutes avant la période de questions, donc on a le temps. 4 minutes? Ah bon? D'accord, ok. Madame Geneviève, vous êtes encore avec nous, hein? Oui, je suis encore là. Ah, d'accord, ok. Bon, alors je vais partager à mon tour, repartager mon dernier diapo pour la conclusion. Et vous voyez ce tableau-là, je l'aime toujours parce que ça me donne une idée très intéressante. Vous voyez le tableau, il représente donc des étudiants, des élèves, et puis l'enseignant, puis les livres qu'il met dans une machine, et le jeune là, il fait tourner cette machine pour convertir ces documents en connaissances qui sont injectées de manière électronique dans les têtes des gens. Alors, l'image est significative, mais ce qui est plus intéressant, c'est que ce tableau-là, il est fait pour prévoir ce qui va se passer en l'an 2000. Et puis ça a été fait par Villemar en 1910. Donc une projection presque sur un siècle de ce que va devenir l'enseignement dans le futur. Aujourd'hui, on a énormément de peine à imaginer ce que va devenir l'enseignement dans une année ou dans 2 ans. Et avec ce qui se développe comme outil, comme approche, comme problème, ça reste vraiment quelque chose de très important et de très difficile à prévoir. Alors, mais avec ce qu'on a comme expérience, ce qu'on a comme élément, on peut quand même retenir ou arriver à avoir certains points sur lesquels on peut voir les orientations futures. Alors, parmi ces points-là, je dirais que la classe est dans l'impasse. La classe conventionnelle, où il y a des étudiants qui arrivent, qui s'assoient, et l'enseignant qui enseigne de manière classique, je pense que c'est quelque chose qui est terminé. Mais plus tôt et plus vite, on admet cette réalité, mieux c'est pour les générations futures. Il y a énormément de chambardements qui doivent être faits et qu'il faut avoir le courage de le faire. Puis il va y avoir des modifications dans les rôles, le rôle de l'enseignant et de l'apprenant, des modifications dans les espaces. On travaille à distance de plus en plus, mais il y a une hybridation à gérer convenablement. Et dans les temps de classe, ils ne sont pas optimales de la manière qu'on utilise actuellement. La technopédagogie, ou la pédagogie numérique, ou toutes les appellations qui vont tout autour, a sa place de manière très importante. Autrement dit, la combinaison de la pédagogie et de la technologie devient quelque chose de base à en prendre compte pour tout d'abord former les enseignants et les nouveaux enseignants dans ce sens-là et permettre des ressources pour les accompagner et pour les aider dans ce sens-là. L'enseignement pratique, puisqu'on le retrouve justement, ce n'est plus seulement le laboratoire de certaines disciplines, mais avec l'expérience de Madame Rouleau, là, ça peut se voir dans différents
domaines et de différentes façons. Et c'est quelque chose de très important à développer pour faciliter l'apprentissage, renforcer la motivation et aller dans le devant. Donc, à mon avis, c'est des choses qui doivent être développées à travers des projets d'innovation. Il y a des tas de choses à innover, à expérimenter pour arriver à quelque chose de concluant. Je ne sais pas si Madame Rouleau a d'autres choses à ajouter. Et pour moi, ce sont les remarques ou les conclusions importantes. Il y a énormément d'autres choses à faire, à montrer aussi. On a d'autres expérimentations, le partage avec les cégeps, d'autres vidéos, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps là-dessus. Et puis, vu la diversité des apprenants, je pense que on a fait l'essentiel, on reste ouvert. Donc, comme l'a dit Madame Oulou, à l'échange, à la collaboration, on est ouvert à des gens qui s'intéresseraient, par exemple, à l'holographie, c'est quelque chose de très intéressant. S'il y a des gens qui sont intéressés, on peut collaborer. Le laboratoire à distance, la pédagogie, on est ouvert à tout cela. Voilà. Voilà, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez déjà une collègue en Abitibi-Témiscamingue qui demandait plus tôt, c'était au moment où vous présentiez la diapositive de la chronologie d'une expérience, là. Elle se demandait, est-ce que vous pourriez donner des exemples de manipulations qui peuvent être réalisées avec les kits que vous avez présentés? Oui, la réponse pour le génie électrique, par exemple, ça c'est fait pour le génie électrique, tous les travaux de laboratoire, ou disons plus que 50% peuvent se faire là-dessus. Parce qu'il y a un kit sur lequel on fait le montage du circuit à question. Et puis, ce système-là, il fait la fonction de générateur, de voltmètre, d'oscilloscope. Toutes les fonctions sont traduites par des logiciels et par l'interface entre ce kit et l'ordinateur. Donc, pratiquement tout ce qui est génie électrique, c'est génie électrique courant faible, je dirais, pour les spécialistes. Ce n'est pas les courants de puissance, les moteurs, etc. Tout ce qui est courant faible, c'est faisable avec ces systèmes-là. Il y avait un autre système qu'on a développé donc, dans le projet des cégeps avec l'ETS, aussi qui permet d'autres alternatives plus intéressantes. Si madame me contacte, je peux encore l'orienter dans ce sens-là.